Bienvenue dans Les Sorts et les Sabres, le podcast où la magie rencontre la force. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Sorts et les Sabres. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des récits les plus fascinants de l'univers d'Harry Potter, les Reliques de la Mort. Une histoire où mythe et réalité s'entremêlent, où les choix des hommes façonnent leur destin, et où l'ombre de la mort plane toujours en arrière-plan. Quand vous aurez terminé l'épisode, prenez quelques secondes pour mettre une petite note via votre application d'écoute préférée. Ça soutient mon travail et ça reflète le bon temps que vous aurez passé en ma compagnie. Mais sans plus attendre, installez-vous, car je vais vous raconter l'histoire de 3 frères, 3 reliques, 3 destins très différents les uns des autres. Imaginez une nuit d'hiver balayée par le vent. 3 silhouettes encapuchonnées avancent dans la forêt, leurs pas étouffés par la neige. Elles ne sont pas perdues, elles se dirigent vers un pont, invisible aux yeux des moldus, mais connu des sorciers pour être un passage dangereux. Ce qu'elles ignorent, c'est que ce soir-là, elles vont rencontrer la mort elle-même. Non pas comme une ennemie, mais comme une négociatrice. Et de ce marché, scellé dans l'ombre, naîtront 3 artefacts, si puissants qu'ils changeront le destin du monde magique pour toujours. La baguette de Suro, la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité. 3 reliques, 3 fragments d'une légende qui, selon certains, ne serait pas qu'un conte pour enfants. Cette scène fondatrice, qui semble sortie d'un conte ancien, installe immédiatement le ton mythologique des reliques de la mort. On sent déjà que cette histoire dépasse la simple aventure. Elle touche à la nature même de la magie, de la mortalité et du pouvoir. J'aime beaucoup la façon dont les frères sont décrits, car chacun représente un rapport différent à la mort et donc à la vie. On peut comparer les reliques à des mythes comme le Graal ou l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux, et c'est l'obsession de l'objet qui mène souvent à la perte. Ce conte met donc en lumière que J.K. Rowling joue avec les codes mythiques pour les réinventer dans l'univers sorcier, tout en gardant un questionnement universel sur l'humanité et son rapport à la vie et à la mort. C'est vraiment sympa, dans une histoire comme Harry Potter, d'avoir une légende, un mythe qui est raconté comme nous, on peut avoir des légendes qui sont racontées avec la mythologie ou des choses comme ça. Finalement, ça enrichit le parallèle que l'on peut faire entre notre vie à nous, de Moldus, et la vie des sorciers dans l'univers d'Harry Potter. C'est ce qui brouille encore plus la frontière entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et ce qui est la réalité de notre vie. Maintenant qu'on a revu rapidement le conte des 3 frères, on va s'arrêter sur chaque relique une par une, la description, et commenter ensemble ce que ça représente dans l'histoire. Il existe, dans l'ombre de l'histoire magique, une baguette dont le nom seul suffit à faire trembler même les plus puissants sorciers. Une baguette dont on dit qu'aucune autre ne peut égaler sa puissance, ni la malédiction qui l'accompagne. La baguette de Suro, aussi appelée bâton de la mort, la baguette de la destinée. Née des mains de la mort elle-même, selon la légende du conte de Biddle le Barde, elle fut remise à Antioche Pévrel, l'aîné des 3 frères, comme le prix ultime pour celui qui cherchait à dominer ses ennemis. Mais, si cette baguette était un cadeau, elle était aussi un piège. Car la convoitise qu'elle suscite, et le pouvoir qu'elle procure au premier frère, lui fit faire des choses atroces, enivré par le pouvoir que la baguette lui procurait. Et, comme dans toute histoire de puissance, un jour, quelqu'un a appris l'histoire de la baguette et a voulu s'en emparer. Pour faire simple, Antioche Pévrel fit tuer par quelqu'un qui voulait à son tour posséder ce grand pouvoir. Et c'est depuis ce jour que la légende de la baguette de Suro s'écrit, teintée d'un rouge synonyme du sang qui a été versé pour la conquérir. Donc la baguette de Suro,
La baguette de Suro, elle n'appartient qu'au sorcier qui l'a gagnée, et l'histoire a prouvé que la plupart l'ont obtenue par la force, la ruse ou le meurtre, et de Grindelwald à Voldemort, en passant par Dumbledore, son parcours est une suite de batailles, de trahisons et de conquêtes. C'est l'arme des ambitieux, mais c'est aussi le fardeau de ceux qui croient pouvoir la contrôler. Car voilà, son plus grand secret, c'est qu'elle ne sert jamais vraiment son maître. Elle se lie au vainqueur et attend patiemment que la prochaine main vienne la réclamer, comme si elle suivait un dessein plus ancien, plus sombre. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la baguette qui choisit son maître, ou est-ce que c'est la mort qui choisit les deux? Alors on l'a appris bien plus tard dans l'histoire, mais il ne suffit pas de vaincre ou de tuer le possesseur de la baguette pour en prendre le contrôle. Le désarmer peut suffire. Mais évidemment, lorsqu'on parle d'une baguette avec un grand pouvoir, aucune personne ne pense à désarmer, mais plutôt à tuer. C'est d'ailleurs ce qui fera toute la différence, de comprendre que posséder quelque chose, une relique aussi importante, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut écraser les autres pour l'obtenir. Et d'ailleurs, est-ce que le pouvoir de cette relique est véridique? Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, cette baguette, on sait qu'elle peut changer d'allégeance, mais on apprendra également des mots d'Ollivander que toutes les baguettes ont cette capacité. Je crois que c'est dans les Reliques de la Mort. Alors, dans le livre, c'est sûr qu'il y a un passage, et dans le film, ça doit être dans la deuxième partie, mais il y a bien un moment où il nous dit que la baguette de Drago ne lui appartient plus parce que Harry l'a désarmée. Ça veut dire qu'en fait, toutes les baguettes magiques fonctionnent de cette façon. En tout cas, c'est quelque chose que je me suis reposé comme question, c'est de se dire, ok, pour la baguette de Suro, qui est une relique de la mort, qui est un objet sacré, quelque chose comme ça, pas de problème pour que elle soit la possession de quelqu'un, qui derrière peut changer de main en fonction de s'il est vaincu, tué, désarmé, etc. Mais si c'est possible pour toutes les baguettes, c'est un vrai problème. Parce que rien qu'à l'école, à force d'apprendre des sortilèges comme Expelliarmus, il est normal que des personnes qui n'ont aucune ambition de guerre ou de combat aient leur baguette désarmée juste par un camarade qui a voulu s'entraîner. Donc si la baguette perdait vraiment son allégeance, bah ça serait un peu remettre en question la phrase même du tome 1, qui est c'est la baguette qui choisit son sorcier. Parce que si elle le choisit une première fois, on pourrait s'attendre à ce qu'elle garde cette allégeance toute sa vie. Donc ça c'est toujours un parallèle que j'ai jamais réussi à comprendre, c'est est-ce que toutes les baguettes fonctionnent comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment que les reliques de la mort, enfin la baguette de Suro qui fonctionne comme ça, et les autres c'est un peu différent, et finalement il n'y a pas le même système, et elles gardent une certaine allégeance jusqu'à la fin de la vie du sorcier. Parce qu'on sait même que certaines baguettes restent dans la famille, comme celle de Ron par exemple. Le deuxième objet légendaire fut remis à Cadmus, qui voulait retrouver l'être aimé perdu trop tôt. La mort lui tendit donc une pierre capable de rappeler les morts à la vie, du moins en apparence. Cette petite pierre est un bijou noir, poli, avec des pouvoirs exceptionnels. Quelques petits tours dans la main, en pensant à une personne chère, suffisent pour ressusciter ce qui a été perdu. Mais cette promesse de revoir ceux qui nous ont quittés est un piège. Ceux qui reviennent ne sont pas faits pour ce monde. Ils appartiennent à un autre plan. Et leur présence n'est qu'une ombre douloureuse pour ceux qui les convoquent. Cadmus, le deuxième frère, dévasté de voir sa bien-aimée distante et inaccessible, finit par se donner la mort, rejoignant ainsi véritablement celle qu'il aimait. Au fil des siècles, la pierre fut transmise, perdue et redécouverte pour atterrir dans une famille spéciale, les Gaunt, jusqu'à ce que le petit-fils d'un certain Marvolo, Tom Jedusor, en fit l'un de ses Horcruxes. C'est Dumbledore qui, au prix d'une erreur fatale, brisa le fragment d'âme contenu dans cet anneau et conserva la pierre pour plus tard la cacher dans le vif d'or destiné à Harry. La pierre de résurrection, elle est fascinante parce qu'elle incarne un des désirs humains les plus universels, celui de revoir nos morts. Et comme souvent dans Harry Potter, ce désir se heurte à une vérité brutale. Vouloir changer l'ordre naturel des choses peut mener à notre perte. D'ailleurs, ça me permet de faire un pont avec une autre partie de mon podcast, ce sont les épisodes qui concernent Star Wars, puisque c'est quelque chose que Maître Yoda explique souvent à Anakin, de se réjouir de la mort de ses proches, qui retournent au sein de la Force,
comme un cycle perpétuel de la vie et qu'il ne faut pas forcément changer l'ordre des choses. J'aime voir cette pierre comme un miroir émotionnel. Elle ne nous montre pas vraiment les disparus, elle nous renvoie plutôt à nos propres regrets, notre incapacité à accepter l'absence. Harry, lui, il l'utilise différemment, non pas pour retenir ce qu'il aime, mais pour trouver la force de les rejoindre dans le sacrifice. Et c'est là où réside toute la différence entre lui et Cadmus. La pierre nous parle aussi de lâcher prise. Elle rappelle que la frontière entre la vie et la mort, dans l'univers magique comme dans le nôtre, est fine mais infranchissable, et que l'amour véritable ne dépend pas que d'un retour physique. Un autre point assez fou, c'est de se dire que Voldemort a eu cette relique très tôt, mais sans savoir ce qu'elle était, au point de la souiller en la transformant en Horcrux. Même s'il n'avait pas utilisé cette relique, il aurait pu se vanter de la posséder, mais comme il ne connaît pas l'histoire des reliques, en tout cas il ne connaît pas le conte et il n'y croit pas, il n'en a rien fait. Puis de toute façon, s'il l'avait connu, qui il aurait eu à ramener d'entre les morts, en tout cas une personne qu'il aimerait assez. Au départ on aurait pu penser à son père, parce qu'il était en train de l'idolâtrer, mais quand il a appris que c'était un moldu, ça aurait pu être sa mère, mais je suis même pas sûr qu'il aurait cherché à la ramener. Il y a un bon what if à faire à ce moment-là. Est-ce que, si Voldemort avait eu connaissance des reliques, il aurait utilisé la pierre pour faire revenir sa mère, et donc apprendre des choses sur l'amour et les sentiments, ce qui aurait donc changé la face complète du monde magique. Le troisième objet, offert par la mort, est une cape. Sa propre cape d'invisibilité. Parmi les trois reliques, c'est sans doute celle qui, à première vue, semble la moins impressionnante. Pas de lumière étincelante, pas de pouvoir destructeur, juste un morceau de tissu soyeux, qui glisse entre les doigts comme une ombre vivante. Et pourtant, elle permettra au troisième frère de vivre sa vie en se cachant de la mort elle-même, puis de la transmettre à ses enfants, pour qu'à leur tour, ils puissent l'utiliser et vivre sereinement. Transmise de génération en génération dans la famille Potter, elle dissimule celui qui la porte à tous les regards, qu'il soit humain ou magique. Mais contrairement aux autres capes d'invisibilité connues dans le monde des sorciers, celle-ci ne s'use pas, ne perd jamais son efficacité et protège parfaitement contre tous les sortilèges de repérage. La cape d'invisibilité, c'est en apparence l'artefact le plus simple des trois reliques de la mort, et pourtant c'est sûrement celle qui a la plus grosse signification. Contrairement à la baguette de Suro, qui incarne la quête de puissance, ou à la pierre de résurrection qui traduit la nostalgie et l'attachement au passé, la cape représente la sagesse et l'humilité. Elle ne sert pas à dominer ni à manipuler le destin, mais elle permet simplement de se soustraire au regard des autres, d'agir dans l'ombre quand la lumière attire trop de danger. Ce qui rend cette cape si particulière, c'est qu'elle ne se dégrade pas, elle ne perd pas de sa puissance, et ne peut pas être percée par aucun sort de repérage. Même Dumbledore lui-même, pourtant maître de la magie, n'a pas trouvé le moyen de percer son enchantement. On touche ici à l'essence même du conte des trois frères. Le troisième frère ne cherche pas à tromper la mort ni à la défier ouvertement. Il choisit de l'éviter, patiemment, jusqu'à ce que son heure vienne. C'est ce choix, empreinte de sagesse, qui fait écho au parcours d'Harry. Dans toute la saga, la cape n'est jamais utilisée pour l'orgueil ou pour impressionner, mais pour se protéger, enquêter ou échapper à des menaces trop grandes. Elle incarne une philosophie subtile. Celle que parfois, le courage n'est pas de foncer tête baissée, mais de savoir quand disparaître. C'est une leçon qui contraste fortement avec la fougue de la jeunesse et qui montre l'évolution de Harry au fil des années. Enfin, d'un point de vue symbolique, la cape est peut-être la seule des reliques qui puisse être possédée sans détruire celui qui la détient. Elle ne corrompt pas, ne pousse pas à l'obsession. Au contraire, elle rappelle que la discrétion, la patience et la prudence sont des armes aussi redoutables que la plus puissante des baguettes. Mais au-delà de leur mystère, les reliques de la mort ne sont pas de simples vestiges de légende. Elles vont devenir, chacune à leur manière, des pièces maîtresses dans l'ultime affrontement contre Voldemort.
La bataille de Poudlard faisait rage. Un chaos de sorts, de cris et d'éclats de pierre. Dans cette tempête, les reliques de la mort n'étaient plus de simples légendes. Elles étaient là, au cœur même du conflit. Sous sa cape d'invisibilité, Harry glissait tel un fantôme entre les décombres, échappant aux yeux vides des mange-morts et se rapprochant de son ennemi juré. Non loin de là, Voldemort brandissait la baguette de Suro, chaque mouvement projetant des éclairs d'une puissance terrifiante. Les murs tremblaient sous ses attaques, mais quelque chose clochait. La baguette, bien commun du mage noir, semblait retenir sa véritable force, comme si elle se rebellait en silence contre lui. Et puis, il y eut ce moment suspendu, entre la vie et la mort. Harry, sur le point de se sacrifier, fit appel à la pierre de résurrection. Autour de lui, les silhouettes éthérées de ses parents, de Sirius et de Rémus, apparurent, non pas pour brandir une arme, mais pour lui offrir ce qu'aucun sortilège ne peut donner, la certitude qu'il ne marchait pas seul. Ainsi, chacune des trois reliques trouvait sa place dans cet ultime acte, l'une pour se dissimuler, l'autre pour se défendre, et la dernière pour trouver le courage d'affronter l'inévitable. Dans la logique de l'affrontement, les reliques de la mort ne sont pas simplement des armes. Elles incarnent trois approches différentes du pouvoir et de la survie. La cape, comme outil de discrétion absolue, permet d'observer et de se mouvoir sans provoquer, un atout inestimable dans un combat où la moindre exposition peut signifier la mort. La baguette de Suro, elle, concentre la tentation ultime, celle de posséder la force brute, la supériorité magique. Mais dans les mains de Voldemort, elle devient aussi son talon d'Achille, car son véritable maître n'est pas celui qu'il croit. Enfin, la pierre de résurrection offre une dimension bien plus intime. Elle ne sert pas à renverser un ennemi, mais à réparer l'âme, à insuffler le courage nécessaire pour accomplir son destin. Ce contraste illustre la différence fondamentale entre Harry et Voldemort. L'un voit dans les reliques un moyen d'accomplir une mission et de protéger les autres, l'autre ne cherche qu'à dominer et à écraser. Dans cette opposition, le pouvoir brut s'incline devant la compréhension et l'humilité. Et c'est là que se dessine la véritable victoire. D'ailleurs, on peut aussi aborder la dernière utilisation de chaque relique, et là il y a une différence intéressante entre le film et le livre. Alors certainement pour une question de scénario et d'adaptation, mais il y a quand même une différence assez importante. Dans le film, Harry laisse tomber la pierre dans la forêt interdite, casse la baguette de Suro, et garde avec lui la cape d'invisibilité. Et dans le livre, la pierre, elle connaît le même destin, elle a d'ailleurs été piétinée par un troupeau de centaures dans la forêt, donc impossible à retrouver parmi tous les cailloux qui sont présents. La baguette de Suro, elle est utilisée pour réparer son ancienne baguette, qui avait été cassée un peu plus tôt dans le roman, et ensuite il va la remettre à sa place dans la tombe de Dumbledore, et enfin, dans les deux cas, il garde la cape avec lui. C'est quelque chose de discutable, mais fondamentalement plus juste dans la version écrite, car plus cohérente avec ce que le personnage a vécu et ce qu'il convient de faire avec ces objets puissants. Pendant longtemps, je me suis demandé s'il y avait vraiment un intérêt à ce qu'il y ait une différence entre les deux versions, film et livre, et si on s'y attarde, on peut se dire que la pierre, étant donné qu'elle n'a pas de vrai pouvoir, en tout cas elle n'est pas si intéressante que ça, bon, finalement, c'est pas idiot de la laisser tomber et de ne plus s'en occuper. La baguette, elle, c'est vrai qu'elle pourrait servir. Peut-être pas pour détruire, mais pour défendre, parce que des menaces, il y en aura forcément d'autres. Un monde en paix, c'est une utopie, c'est quelque chose qui arrive à la fin de la bataille de Poudlard, mais on sait très bien qu'il y aura d'autres ennemis, d'autres problèmes qui vont se poser. Donc d'avoir une baguette aussi puissante, finalement, ça a peut-être un intérêt aussi à ce niveau-là. Et puis la remettre dans le tombeau de Dumbledore, est-ce que c'est pas prendre le risque de nouveau qu'elle soit trouvée et utilisée? Parce que certes, Voldemort c'est ce qu'il fait. Il casse la tombe, il va récupérer la baguette, et il croit en être le maître, et il l'utilise. Et même si elle ne le sert pas à 100%, même s'il ne peut pas exploiter 100% de sa puissance, il peut quand même s'en servir. Est-ce qu'elle n'est pas tout de même plus dangereuse, même si elle est tenue par quelqu'un qui n'en est pas le maître, qu'une baguette traditionnelle? Et si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie de la remettre à sa place?
est-ce qu'il aurait pas mieux fallu la casser, effectivement? Et en même temps, est-ce qu'on peut se demander si une baguette aussi puissante peut être cassée juste entre ses doigts? Je pense que c'est une question intéressante, et sur ça, j'ai vraiment hâte d'avoir la série qui va sortir, même si c'est pas tout de suite qu'on aura les reliques de la mort, parce qu'au moins on aura une autre version. Pour la cape, ça a du sens de la garder parce que c'est une relique qui lui a toujours servi, et en même temps, est-ce qu'il serait pas utile de réunir ces 3 objets en un même lieu et de le laisser vraiment secret? Parce qu'en fait, la morale du conte des 3 frères, c'est est-ce que les reliques existent vraiment? En tout cas, est-ce qu'elles font vraiment de nous le maître de la mort une fois qu'on les possède? Bah c'est pas sûr du tout. Tout dépend de sa vision des choses et de ce qu'on entend par la morale de l'histoire. En refermant ce chapitre, on comprend que les reliques de la mort ne sont pas seulement des artefacts de puissance, mais des miroirs reflétant la nature de ceux qui les détiennent. Dans les mains de Voldemort, elles représentaient la peur, la domination et l'obsession du contrôle. Dans celle d'Harry, elles sont devenues prudence, protection et sacrifice. Ce contraste met en lumière une vérité fondamentale de l'univers sorcier: la puissance brute n'a de valeur que si elle est guidée par la sagesse. Le véritable enseignement de cette légende n'est donc pas de chercher à les réunir pour devenir le maître de la mort, mais d'apprendre à les laisser partir. C'est un message profondément contre-intuitif, dans un monde où tant de sorciers, de Grindelwald à Voldemort, ont consacré leur vie à conquérir l'inévitable. Harry, lui, a compris que la maîtrise ne réside pas dans la possession, mais dans la liberté de s'en détacher. En restituant la baguette de sureau, en abandonnant la pierre dans la forêt, et en conservant la cape, comme un simple souvenir familial, ils refusent d'être enchaînés par leur pouvoir. Ce choix scelle la fin du mythe et réaffirme une leçon intemporelle. Être maître de la mort, ce n'est pas la défier, c'est accepter qu'elle fasse partie du cycle de la vie. Et dans ce geste d'humilité, Harry Potter ne remporte pas seulement la guerre, il triomphe aussi de la plus grande peur de l'humanité. Un dernier point qui est intéressant, c'est que Dumbledore a cherché lui-même à avoir ces reliques, parce qu'il voulait la puissance. Avec l'expérience, il a compris que c'était peut-être pas la bonne idée, et que ça lui apportait plus de problèmes et de malheurs qu'autre chose, mais il va quand même guider Harry dans sa quête, en le laissant choisir entre reliques et Horcrux. C'est d'ailleurs un dilemme que se pose Harry dans les reliques de la mort, c'est de se dire, est-ce que Dumbledore voulait m'envoyer sur la quête des reliques ou la quête des Horcrux, en sachant qu'il y a des indices des deux côtés. Les Horcrux, il sait très bien qu'il faut les détruire, et les reliques, il apprend leur existence grâce à un symbole écrit dans un livre et qu'il retrouve ensuite sur une tombe, et tous ces indices le mènent à se dire peut-être qu'il faut aller les chercher, en tout cas elles existent, c'est sûr, mais est-ce qu'elles auraient un intérêt pour la victoire finale? Ça reste à prouver. Et Harry, il va faire le choix des Horcrux, et finalement c'est ça qui montre sa force d'âme. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un personnage lambda et un héros, du moins dans le monde fantastique. Et voilà, notre voyage au cœur de la légende des reliques de la mort touche à sa fin. 3 artefacts, 3 destins, et une seule vérité. Ce n'est pas le pouvoir qui définit celui qui le détient, mais la manière dont il choisit de l'utiliser, ou de le laisser partir. L'histoire des 3 frères s'achève, mais son écho continue de résonner, comme un avertissement et une inspiration pour tous ceux qui cherchent à comprendre ce que signifie vraiment être maître de sa propre vie. Et c'est sans doute pour ça que beaucoup de fans se font tatouer le symbole pour ne pas oublier la véritable morale de l'histoire. Si cet épisode t'a plu, et que tu veux poursuivre l'aventure à travers l'univers magique d'Harry Potter et l'épopée galactique de Star Wars, abonne-toi dès maintenant au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Pense à laisser un commentaire et une note pour soutenir mon travail, et si tu veux encore plus de contenu, d'analyse et de moments épiques, rejoins le compte du podcast sur TikTok et Instagram, parce que tu y trouveras des extraits, des anecdotes et des coulisses exclusives. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se retrouvera très bientôt avec un nouveau voyage entre baguette et sabre laser, et d'ici là, que la magie et la force soient avec toi.